Salut à tous, Jérôme pour le site lesimprimantes3d.fr. Aujourd'hui, on va parler de la toute dernière imprimante de chez Bambu Lab, la A1, que vous pouvez d'ailleurs apercevoir juste derrière moi avec son AMS. Vous inquiétez pas, tout à l'heure vous aurez des images beaucoup moins floues. Elle ressemble donc énormément à sa petite sœur, la A1 Mini Komotar Geek que vous avez déjà présenté en détail. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à sa review. On vous mettra un lien ici en haut à droite. Beaucoup de ses retours s'appliquent également à la A1. On va commencer par faire le tour de ses principales caractéristiques en mettant en avant les différences entre ces deux imprimantes et on verra ensuite ce dont elle est capable au travers de différentes impressions. Pour être tout à fait transparent, je suis un peu old school, j'ai commencé l'impression 3D il y a une dizaine d'années avec une Mendel 90 Sturdy et niveau logiciel j'utilisais Printerface et Slicer, donc l'ancêtre de Prusa Slicer. Par la suite j'ai eu quelques Bedslinger de chez Creality, donc toujours en firmware Marlin avec Cura en tant que slicer et je n'ai pas du tout testé Clipper ou Prusa Slicer. J'avais donc quelques préjugés vis-à-vis de Bambu Lab et de leur écosystème plus fermé que ce à quoi j'étais habitué, mais pour en avoir entendu beaucoup de bien, j'étais aussi très curieux de voir ce que ça allait donner. Donc je vais essayer de vous partager mon ressenti face à ce gros changement d'environnement. Dans ce test, je ferai aussi pas mal de parallèles avec ma dernière imprimante, la Creality Ender 3 V3 SE, et dans la suite du test, je dirais juste Ender 3 pour faire plus simple, parce que si on fait abstraction du prix et de l'AMS, elles peuvent avoir un positionnement assez similaire en termes d'usage. Alors comme vous le verrez, pendant ces 2-3 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de bonnes surprises, mais aussi quelques petites frustrations, galères ou inquiétudes, et on parle de tout ça dans un instant. La A1 rejoint donc l'entrée de gamme de Bambu Lab, elle vient se positionner juste au-dessus de la A1 Mini. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide tour du propriétaire. On va commencer par passer en revue les points communs qu'elle a avec la A1 Mini. Ce sont toutes les deux des Bedslinger, c'est-à-dire que le plateau se déplace sur l'axe Y, contrairement au précédent modèle de chez Bambu Lab qui était des Core XY. Donc c'est une conception qui est plus commune, plus simple et donc aussi un peu moins chère, mais qui ne permet pas forcément des vitesses aussi élevées que le Core XY. Elles sont en direct drive, c'est-à-dire que l'extrudeur se trouve dans la tête d'impression et ça facilite l'impression des filaments souples. En termes de matériaux, elles sont optimisées pour imprimer du PLA, du PETG, du TPU et du PVA, un matériau hydrosoluble. Elles peuvent aussi imprimer d'autres matériaux comme de l'ABS, mais ce n'est pas recommandé par le constructeur, probablement car il s'agit d'imprimantes ouvertes. La tête d'impression est un véritable concentré de technologie, elle intègre pas mal de choses comme un détecteur de fin de filament, un détecteur d'enchevêtrement du filament, une mesure et une compensation du débit en temps réel et un accéléromètre. Elle est aussi équipée d'un petit cutter pour sectionner le filament et la buse est facilement remplaçable sans outil et peut monter jusqu'à 300 degrés. Le nivellement du plateau et le réglage du Z-offset, donc la hauteur de la buse, sont tous deux automatiques et ça c'est vraiment un confort, même si ça devient quelque chose d'assez standard sur toutes les imprimantes récentes. Elles intègrent du Wi-Fi et la connexion au cloud Bambu Lab. Elles sont équipées d'une caméra à faible taux de rafraîchissement et d'une qualité assez limitée, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous mettrai en surimpression. Donc n'attendez pas des miracles, mais c'est suffisant pour enregistrer les impressions, créer des petits timelapses et surtout vérifier à distance que tout se passe bien. Elles sont pilotables via Bambu Studio, donc le logiciel pour ordinateur, l'application mobile Bambu Handy ou localement directement depuis l'écran tactile pour lancer les impressions des modèles qui sont stockés sur la carte SD. Elle dispose aussi d'une fonction d'annulation active du bruit des moteurs et c'est vraiment très efficace pour diminuer le bruit que font les moteurs et finalement ce sont même les ventilateurs qui produisent le plus de bruit. Donc malgré une vitesse plus élevée, elle reste un peu plus discrète que la Ender 3 et je vais vous laisser quelques secondes avec un aperçu du bruit de ces deux imprimantes pour que vous puissiez comparer et vous faire une idée. D'un point de vue mécanique pour le déplacement des différents axes, elles sont équipées de rails linéaires et de roulements entièrement métalliques, donc c'est plus durable et plus précis que des roues en caoutchouc que l'on trouve sur beaucoup d'imprimantes, dont notamment la Ender 3. En plus d'un système de sectionnement du filament, elles sont équipées d'un petit pad silicone pour nettoyer la buse et d'un mécanisme de purge du filament.
Les deux imprimantes permettent des impressions multicouleurs, donc jusqu'à 4 filaments différents, grâce à la MS Lite dont on va parler en détail dans un instant. La vitesse théorique maximale annoncée par le constructeur est de 500 mm par seconde contre 250 pour la Ender 3, et elle peut vraiment les tenir en maintenant une qualité très correcte. Mais par contre, quand on utilise les presets par défaut, la vitesse d'impression se rapproche beaucoup plus de celle de la Ender 3, dont d'ailleurs les presets par défaut la font imprimer à 180 mm par seconde. L'accélération théorique maximale est de 10 mètres par seconde carré. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais en tout cas, je peux confirmer qu'elle accélère vraiment très fort pour mes tests. Donc, quand elle imprime, là, elle est posée sur un établi assez massif, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal d'outils suspendus. Et pendant qu'elle imprime, il y a tout qui vibre un peu à chaque accélération. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'elle accélère fort et beaucoup plus fort que ma Ender 3. Enfin, les deux imprimantes, donc la A1 et la A1 mini, sont livrées avec un plateau en PEI texturé. Finalement, ce seront peut-être les différences entre la A1 et la A1 mini qui seront les plus parlantes. La première étant la taille du plateau et le volume d'impression. Là, on a un net avantage en faveur de la A1 qui propose un volume de 25,6 cm3, donc 25 par 25 par 25 cm, tout comme ses grandes sœurs qui sont encore XY. Là où la A1 mini se limitera à du 18 par 18 par 18 cm. Sur la A1 mini, la tête d'impression est, si on peut dire ça, en porte-à-faux sur une seule colonne. La A1, quant à elle, a une architecture plus classique avec un axe X supporté par deux colonnes, donc garantissant une meilleure stabilité. Malgré tout, il ne semble pas que cette différence impacte la qualité des impressions, la surface de la A1 mini étant nettement plus petite. Le plateau chauffant monte jusqu'à 100 degrés pour la A1 contre 80 degrés pour sa petite sœur, et alors que le câble d'alimentation est intégré à la A1 mini, cette fois-ci sur la A1 ils ont eu la bonne idée de mettre une prise pour qu'on puisse brancher et débrancher la A1. D'ailleurs le câble c'est le même genre de câble qu'on retrouve sur nos bonnes vieilles alimentations d'ordinateur. L'écran également est différent, celui de la A1 est plus grand avec 3,5 pouces contre 2,4 pouces pour la mini. Et enfin, dernière différence majeure, le prix. La A1 est proposée au tarif de 432 €, là où la A1 mini est disponible pour 321 €. Si vous décidez d'opter pour les déclinaisons qui intègrent l'AMS Lite, donc là les prix vont passer respectivement à 604 € pour la A1 contre 493 € pour la A1 mini. À titre de comparaison, la Creality Ender 3 V3 SE est disponible à des tarifs oscillant entre 170 et 230 € selon les promos et les sites. Sa surface d'impression est à mi-chemin entre la A1 et la A1 mini, soit 22 par 22 par 25 cm. Elle est aussi en direct drive et dispose également du nivellement et du réglage du Z offset automatique. Le plateau vendu avec la Ender 3 n'est vraiment pas pratique, il accroche vraiment beaucoup trop. Donc là, je vous recommanderais fortement de passer sur un plateau PEI, comme c'est le cas pour la A1. Donc pour une comparaison un peu plus juste, il faudrait rajouter environ une trentaine d'euros au prix qu'on a annoncé juste avant, soit entre 200 et 250 € pour cette Ender 3. Je ne vais pas vraiment m'étendre sur l'unboxing, on a fait un petit short sur la chaîne il y a quelques semaines. Pareil pour le montage, il y a déjà beaucoup de vidéos à ce sujet et la documentation est très claire, même si elle est en anglais. Comptez environ une trentaine de minutes pour le montage, ce qui est similaire au temps passé à monter la Ender 3. Tout l'outillage est fourni, il vous faudra juste prévoir une petite pince coupante en plus. Tout de même, deux petites précisions, il y a un câble qui est enroulé sous l'arche et pendant le début du montage on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas s'il faut le laisser scotcher ou pas, ça n'a aucune importance, on le scotchera de toute façon et on le dépliera plus tard dans la suite de l'assemblage. Soyez aussi vigilants au moment de fixer le câble sous l'imprimante, la prise USB doit vraiment s'insérer dans son connecteur. Une fois l'assemblage terminé, on se retrouve face à une machine qui fait vraiment ultra quali. Par contre, je trouve que l'AMS fait un peu plus cheap, il est très léger, mais ça n'a jamais été un problème malgré tout dans la suite des tests. Pour la mise en service, j'ai eu par contre quelques petits soucis, en partie de ma faute. Le connecteur USB-C sous l'imprimante était justement mal enclenché, mais ça a donné lieu à une erreur, et donc l'écran m'a affiché un QR code à scanner justement pour m'assister. Mais manque de chance, le serveur était inaccessible. J'ai aussi eu le droit à un message d'erreur en chinois dans l'application, donc j'ai dû utiliser Google Lens pour le traduire. Heureusement, Motari m'a filé un coup de main, on a retrouvé l'article du wiki associé avec une recherche sur Google grâce au code de l'erreur. Ensuite, il y a juste à se laisser guider par l'imprimante. Donc on commence par configurer la connexion Wi-Fi, on installe l'application Bamboo Handy sur le téléphone, on crée notre compte Bamboo.
On ajoute l'imprimante dans l'app grâce encore une fois à un QR code généré par l'imprimante. On lance ensuite une série de 3 étalonnages, ça doit durer au total une bonne vingtaine de minutes. Ensuite, curieusement, après un redémarrage, suite aux différentes erreurs que j'ai eues, j'ai perdu la connexion Wi-Fi. Après avoir remis le Wi-Fi, d'ailleurs l'imprimante est compatible uniquement 2,4 GHz, l'imprimante m'a proposé toute seule de se mettre à jour. La mise en service n'a donc pas été 100% fluide, mais ça s'est quand même plutôt bien passé, hein, la seule véritable erreur étant de ma responsabilité. On a quand même pu entreapercevoir les limites de ce système, hein, si jamais les serveurs bambou deviennent inaccessibles au mauvais moment. Quand on est trop assisté, si l'assistance tombe en rade, ça peut devenir assez compliqué. Après tout ça, j'ai pu lancer les premières impressions grâce aux fichiers présents sur la carte SD. Et là, tout a déroulé sans souci. Au passage, la carte SD fournie, c'est une carte Lexar de 32 Go et non une chinoiserie un peu douteuse, comme c'est souvent le cas sur ces imprimantes. À partir de là, j'ai pu commencer à m'émerveiller devant la rapidité de la machine, la qualité et l'automatisation de tout le process, sans même parler du multicolore. Au passage, après quelques dizaines d'heures d'impression, comme le voyant d'une voiture qui s'allume pour nous signaler qu'il est temps d'aller faire la vidange, une notification s'est affichée sur l'imprimante pour me rappeler qu'il était temps de mettre de l'huile sur le rail de l'axe Y. Donc l'imprimante semble mesurer le temps d'impression, ou en tout cas il a une métrique quelconque pour déclencher des alertes et accompagner l'utilisateur dans le bon entretien de son imprimante. La MS Lite est l'extension qui permet au A1 et au A1 Mini de faire des impressions utilisant 4 filaments différents. Seul, il est vendu 269 € sur le site de Bambu Lab. Niveau qualité de fabrication, contrairement à l'imprimante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plastique paraît un peu léger, mais j'ai pas eu de problème de solidité ni de problème d'équilibre ou quoi que ce soit. Et c'est plus qu'un simple support de bobine, hein, il communique avec l'imprimante. Il y a un moteur pour chaque bobine. Il contient des détecteurs de filaments et des capteurs de vitesse de glisse du filament. Il est plutôt encombrant, hein, sachant qu'il faut un peu de marge des deux côtés pour pouvoir sortir les bobines facilement. Ça double pratiquement le volume nécessaire pour l'imprimante. Bambu Lab déconseille de l'utiliser avec du TPU, donc il faudra passer par le support externe qui s'installe au-dessus de l'imprimante. Donc ça nous obligera à brancher, débrancher un tube à chaque fois ou à se priver d'une des 4 couleurs, du moins en attendant une solution fiable, et on y reviendra tout à l'heure. Si un print nécessite beaucoup de changements de filament, à chaque fois l'imprimante va devoir couper le filament en cours, le rétracter, pousser le nouveau et purger le filament précédent avant de pouvoir reprendre l'impression normalement. Donc selon les prints, hein, ça peut multiplier le temps d'impression par 2, 3, 4, voire plus. Ça produira aussi énormément de gâchis de filaments, parfois presque autant que le print lui-même et même parfois beaucoup plus que le print lui-même. Donc pour moi, l'AMS c'était vraiment une fausse bonne idée. Mais ça, c'était avant. Maintenant que j'y ai goûté, je ne pourrais plus m'en passer. Cette fonctionnalité m'a totalement hypé, hein, donc c'est incroyable toutes les possibilités que ça offre. Du bicolore, c'est déjà pas mal, on pourrait se dire, mais là, 4 d'un coup, c'est carrément du luxe, hein. J'ai passé des heures à peindre mes modèles dans Bambu Studio et vraiment, je suis complètement fan de cette nouvelle possibilité. Alors oui, ça prend de la place, mais il est possible de placer l'AMS Lite au-dessus de l'imprimante. De prime abord, l'idée paraît un peu douteuse, mais pas mal de tests ont démontré que ça n'a pas l'air d'impacter négativement les impressions. C'est vrai aussi que ça peut considérablement allonger les prints, mais à mon échelle de particulier, je ne suis pas pressé et on peut aussi peindre intelligemment les modèles pour que l'impact sur le temps d'impression reste raisonnable. Par exemple, en faisant des couches entières de couleurs pour éviter plusieurs changements à chaque couche. C'est pareil pour le gâchis, on peut le réduire en limitant les changements de filaments. On peut lui demander de se purger à l'intérieur du modèle ou dans les supports. On peut aussi imprimer plusieurs modèles en même temps pour mutualiser les pertes. Donc par exemple, si on imprime 5 objets en même temps sur le même plateau, ils généreront autant de déchets qu'un seul objet. Donc voilà, c'est quand même un truc à garder en tête. Et quand bien même on gâcherait pas mal de filaments, vu le prix du filament, ça reste quand même pas dramatique. Je ne vais pas évoquer les considérations écologiques, bien souvent on restera sur du PLA. Évidemment, nous sommes d'accord, c'est jamais une bonne chose de gaspiller. Et même si on fait peu d'impressions multifilaments, ça reste pratique d'avoir 4 rouleaux à notre disposition, ça évite d'avoir à changer trop souvent selon nos besoins. Ça peut aussi permettre de basculer automatiquement vers une autre bobine ayant exactement les mêmes propriétés. Si la première se termine et qu'il n'y a plus de filament, l'imprimante va automatiquement basculer sur une bobine ayant des propriétés identiques à condition que la fonction, je crois qu'elle s'appelle Filament Backup, soit cochée dans le firmware. Vous l'aurez probablement remarqué, contrairement à l'AMS classique qui équipe les imprimantes Core XY de la marque, ici les bobines ne sont pas isolées dans un caisson étanche. Si votre imprimante se trouve dans une pièce peu humide et que vous utilisez principalement du PLA, ce n'est pas nécessairement très grave, mais ce n'est pas non plus optimal sur le long terme.
Par contre, la MS Lite est compatible avec beaucoup plus de bobines, que ce soit des bobines de taille différente ou des bobines en carton. À noter aussi qu'il faudra se contenter de 4 couleurs, alors que la MS classique permet de chaîner jusqu'à 4 AMS, soit 16 couleurs différentes. Au passage, lorsque vous utilisez des bobines de chez Bambu Lab, elles sont détectées automatiquement par l'AMS grâce à des tags RFID intégrés dans le rouleau. On peut enfin en venir à la pratique. Donc pour la plupart des prints qu'on va passer en revue, j'ai utilisé soit du PLA bambou basique, soit du PLA générique, Sunlu ou autre marque classique. Je n'ai pas fait de calibrage manuel de l'imprimante, j'utilise seulement la compensation active du flux quand j'imprime avec une seule couleur et je fais systématiquement un nivellement automatique pour chaque impression. J'ai globalement utilisé les presets fournis par Bambu Lab, idem pour les quelques prints comparatifs faits sur la Ender 3, j'ai utilisé les presets fournis par Creality. Donc là j'ai un petit échantillon de plein d'impressions différentes, on va y jeter un petit coup d'œil. Donc on va commencer par regarder quelques-uns des prints qui se sont bien passés, qui sont intéressants. Et ensuite, j'ai aussi là-bas quelques loupés et on va regarder pourquoi ils ont loupé et ce que j'ai fait pour régler les différents problèmes. Alors tous les prints, là je vais vous les montrer en facecam, mais je vais très certainement aussi superposer des images un peu plus grandes et un peu plus nettes pour que vous ayez un meilleur aperçu. Alors les deux premiers Benchy que je vais vous montrer ont été imprimés avec la A1, donc celui-ci il a été imprimé avec le fichier qui est sur la carte SD en 15 minutes seulement, et il est déjà très propre, à part quelques légères imperfections sur la coque, un petit peu de ghosting là on voit au niveau du trou, ça reste vraiment clean, hein. Si on regarde même l'arrière, un tout petit trou à l'arrière, là il y a une petite imperfection, on voit que le trou il est pas parfaitement bien défini, la base il y a un micro imperfection, mais ça reste plutôt pas mal, hein, pour quelque chose imprimé en 15 minutes, c'est très chouette. Le suivant, il a été imprimé avec le preset PLA basique de Bambu Lab, donc cette fois-ci en 45 minutes. Et alors cette fois-ci, vous voyez, la coque est vraiment impeccable, hein. La coque est impeccable. On n'a plus, ou quasiment plus, le ghosting qu'on avait au niveau des trous. Le petit trou à l'arrière, il est encore mieux défini. Voilà, c'est un très beau Benchy. À titre de comparaison, voici un Benchy imprimé en 1 heure sur la Ender 3. Donc on voit qu'il reste quand même très propre, hein, mais il y a quand même pas mal de petites imperfections qui n'existaient pas sur la A1. On voit on visualise bien les différentes couches. On voit que des fois il y a des tout petits loupés, mais bon, globalement ça reste quand même plutôt un assez beau Benchy. Donc si le Benchy imprimé sur la A1 en 45 minutes est clairement le plus beau, si on compare celui imprimé en 15 minutes ici et celui imprimé en 1 heure sur la Ender 3, finalement il y a peu d'écart, hein. La A1 fait aussi bien, voire un peu mieux que la Ender 3 en 4 fois moins de temps. Le test suivant, c'est le toaster torture test. Il a été imprimé en 8 heures sur la A1 contre 10 heures sur la Ender 3. C'est un print qui est assez difficile et les deux imprimantes ont réussi à l'imprimer. La qualité de la A1 est cette fois nettement au-dessus, hein. Elle valide pratiquement tous les challenges de ce modèle. Les mouvements mécaniques sont parfaits sur toutes les pièces, hein. Hop. Voilà, c'est très bien. Et j'ai même pas montré, je pourrais commencer l'essentiel, hein. Les toasts sautent très bien. Au niveau des tolérances, je sais plus si ici c'est les tolérances, non, ici c'est les surplombs. Bon, on voit que les surplombs sont impeccables jusqu'au 80 degrés. Voilà, ça commence un tout petit peu à poser quelques petits soucis ici, mais ça reste quand même ultra propre. De l'autre côté, si on jette un œil, cette fois-ci c'est pour les tolérances. Donc là, on a différentes tolérances. Le 0,5, ça passe nickel. 0,4, ça passe nickel. 0,3, ça passe nickel. 0,2, ça commence à être bien serré. Et le 0,1, par contre, le 0,1, j'ai pas réussi à le débloquer. Donc, mais je crois que c'est relativement normal, hein, de ne pas avoir de déplacement sur ce dernier test. Au niveau des textes, c'est très propre, hein, on n'a pas de ghosting, les couches sont ultra clean. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ce print est vraiment une réussite, hein. Le dessus des toasts est assez propre aussi. Je vous laisse jeter un rapide coup d'œil à celui imprimé avec la Ender 3. Bon, la partie mécanique ici fonctionne aussi. Au niveau des tolérances,
0,5 c'est bon, 0,4 c'est bon, 0,3 commence un peu à coincer mais ça passe. Donc 0,2 non, et forcément 0,1 non plus. Du côté des surplombs, bon, ils s'en tirent pas mal, hein. Ils s'en tirent pas mal aussi, hein. Franchement, c'est... Elle a quand même bien bossé, hein. La petite Under 3, elle a quand même pas mal travaillé. Évidemment, les toasts fonctionnent aussi, hein. C'est un peu moins fluide, mais ça fonctionne. Par contre, les textes, c'est pas top, hein. D'ailleurs, enfin, les couches, on distingue bien les différences entre les couches. Et bon, les textes sont un peu plus grossiers. Voilà, donc c'est en dessous, mais ça reste plutôt satisfaisant quand même. Côté Under 3, c'était donc un peu moins clean, mais elle a réussi ce print du premier coup. On va y revenir dans quelques instants. La Bambu Lab m'a donné beaucoup plus de fil à retordre pour sortir ce modèle, même si au final le résultat est beaucoup plus beau. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques impressions que j'ai faites sur la A1 uniquement pour vous donner un aperçu de ce qu'elle est capable de faire. Là, on a un petit end spinner, hein, qui a été imprimé in place. Donc c'est à part les capuchons là des deux côtés qui sont rajoutés à la fin, toutes les petites billes, tous les petits roulements ont été imprimés sur place. Et une fois décollé, voilà, mécaniquement, ça tourne nickel du premier coup. Donc ça, un print qui est facile, rapide et sympa. Un autre print challengeant concernant la gestion des tolérances, l'adhérence au support, et qui est aussi un print in place, hein, il s'imprime comme ça, c'est la fameuse petite plateforme. Donc là vous avez une grosse vis en fait qui a été imprimée et qui permet, en la tournant, de monter la plateforme et de la redescendre. Autre print très impressionnant, c'est la main suspendue. C'est très à la mode en ce moment, et à chaque fois, c'est toujours aussi impressionnant. Voilà, c'est impeccable. J'ai juste eu un ou deux petits filaments qui ont foiré. Bon, il y en a, c'est moi, j'ai fait des bêtises, j'aurais rien dû toucher. Mais au final, voilà, le résultat est quand même assez incroyable. Je vous propose ensuite une petite tour Eiffel. Enfin, petite, plutôt assez grande, hein. Alors c'est un print avec beaucoup de surplomb, avec des segments très fins. Donc voilà, c'est assez challengeant pour l'imprimante. Sa hauteur ajoute vraiment de la difficulté, en particulier pour une imprimante de type Bedslinger, hein, qui va beaucoup bouger l'imprimante sur cet axe pendant l'impression. Le résultat n'est pas 100% parfait, mais c'est quand même assez satisfaisant. Par contre, les petites barrières du premier étage, ici, vous voyez, n'ont pas tenu. Moi, j'ai laissé exprès les dégâts. Quand j'ai retiré les supports qui étaient sur les côtés, ça a emporté les barrières avec, et de toute façon, elles tenaient déjà pas super bien. Et tout de même, le haut est impressionnant. Quand on voit toute la hauteur qu'il a imprimée et qu'il a réussi à terminer correctement, alors on a un tout petit peu de stringing là qui est visible, mais vraiment rien de méchant. C'est quand même assez impressionnant. Toujours pour suivre la hype du moment, j'ai tenté un 2013 en full PLA. Bon, rien à dire de spécial, hein. L'impression s'est très bien passée. L'imprimante a fait son travail. Là, c'est surtout le modèle qui est très bien conçu. Alors là, par contre, évidemment, ça n'a pas été imprimé in place, hein. C'est un assemblage, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine de petits morceaux qui ont été imprimés et ensuite assemblés. Donc voilà, c'est un très beau modèle, hein, qui permet... on peut l'articuler exactement comme toutes les articulations du corps humain sur tous les axes. Donc c'est un joli modèle. J'ai trouvé un autre robot, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. Il est un peu plus simple, mais voilà. Donc il a un peu moins de morceaux, mais pareil, c'est très bien imprimé. J'ai aussi imprimé un petit paquet cadeau avec un mécanisme de verrouillage. Donc là, il n'y a pas tout, et celui-là, il est foiré. Le vrai, je l'ai offert à Noël, mais je vous mettrai quand même en surimpression des images pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Une autre impression intéressante qui permet de vous montrer encore une fois la précision de l'imprimante et sa capacité à faire des murs ultra fins, c'est cette petite illustration des différents infills qu'on peut mettre justement quand on remplit nos pièces. Voilà, donc c'est... Je trouve que c'est joli, mais en plus, voilà, on voit vraiment le détail, la qualité, la précision de l'imprimante, là, ici, est assez impressionnante. Et vous l'aurez remarqué, hein, on est toujours sur du multicouleur. Un autre truc que j'adore avec cette imprimante et son AMS, et donc le multicouleur, c'est les possibilités que ça ouvre sur de la 2D. Alors, il y a différents types de 2D, il y a de la vraie 2D, hein, comme là, on a... c'est vraiment la première couche, on a toutes les couleurs sur la première couche, il n'y a pas de relief, si vous voulez. Et vraiment, je trouve que ça claque, ça a un rendu pro, on dirait que ça sort de l'usine. En plus, là, avec le plateau texturé, on voit même pas du tout le tracé de la buse.
Le résultat, je le trouve vraiment chouette. Ensuite, j'en ai d'autres qui sont un peu plus faux. Celui-là, c'est Stormtrooper. Ça reste de la 2D, mais en fait, je ne sais pas si vous le verrez selon les axes, mais il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà. Le noir est en surépaisseur par rapport au reste. Et on voit que même là, d'ailleurs, pour le coup, ça n'a pas été imprimé donc face contre plateau. Et voilà, on voit quand même que la dernière couche reste très très propre. Ensuite, toujours en fausse 2D, j'ai imprimé ce petit Spider-Man. Alors, j'avais pas les couleurs exactes de Spider-Man, j'avais pas du rouge et du bleu marine, j'avais plutôt de l'orange et du bleu, je sais pas, du bleu presque turquoise. Finalement, ça lui donne un petit look un peu rétro. Et alors, je sais pas si vous le verrez, mais par contre, il y a différentes couches. Hein. Le noir est sur la couche de fond et au-dessus, il y a une couche de bleu. Et encore au-dessus, il y a une couche, la couche d'orange. Et je trouve que le rendu, il est pareil. Super classe. Donc encore une fois, donc c'était la couche qu'on voit là, c'est la couche du dessus. Donc on voit très très peu l'effet de la buse. Enfin, c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment et que je trouve super classe. Ce sont des modèles 3D qui ont été produits par UForge, donc un logiciel qui permet de prendre une image, de la transformer en modèle 3D pour être imprimé avec des filaments de plusieurs couleurs. Alors, c'est pas le cas sur les exemples que je vais vous présenter là, mais UForge permet aussi, je crois même que c'était sa fonctionnalité à la base, de créer des lithophanies. Donc, c'est des impressions d'images en multicouches qui ont besoin d'être traversées par la lumière pour pouvoir révéler leur image. Là, c'est pas le cas, hein, le résultat, ça ressemble un peu plus à des peintures à l'huile. Voilà, il superpose différentes couches de couleurs et il gère un peu les mélanges, etc. Et on obtient des résultats vraiment super sympas. Voilà, les quelques-uns, les 3 modèles que j'ai testés. Et pour finir, un petit Venom, pareil, qui a vraiment bien la classe. C'est complètement fou, hein. Franchement, je ne pensais pas que c'était possible de faire ça en impression 3D avec seulement 3 ou 4 couleurs, hein, là, selon les impressions. Ouais, le résultat est vraiment chouette. Avant de changer de type de matériau, je voudrais vous montrer 3 prints avec du PLA Silk, donc pour vous montrer que ça s'imprime aussi très bien. Donc on retrouve ici un petit Benchy, voilà, comme d'hab, hein, toujours très clean. Ensuite, on a ici on a un dragon, voilà, un dragon articulé. Vraiment, voilà, je trouve que la précision est complètement dingue, hein, encore une fois, de cette imprimante. Voilà. Et pour finir, ça là. Pour finir, un petit pot à crayon ou n'importe quoi, voilà, qui a produit un peu un motif de corde tressée. Et j'ai rien de spécial à ajouter. J'ai utilisé le preset PLA Silk générique et le résultat est donc tout à fait satisfaisant. Ça ne vous aura sans doute pas échappé vu ce qui m'entoure. Mon hobby principal, c'est le drone FPV. Et dans ce hobby, on utilise beaucoup de TPU, que ça soit pour faire diverses protections de bras, d'antennes, faire des supports de caméra. Et donc, ça nous emmène au test du TPU avec du SynthSmart 95A, ici en noir. J'ai utilisé le preset Bamboo TPU 95A et aussi un autre trouvé sur Printables que je trouve un poil meilleur. On vous mettra le lien dans l'article et sous la vidéo. On va commencer par regarder un Benchy. Alors là, j'en ai 2 qui ont été imprimés donc, avec la A1 en 1h20 à peu près. Le premier, c'est avec le preset de bambou. Donc, ça reste très clean, mais on voit qu'on a un peu de stringing à l'intérieur. Mais ça reste très clean. Le second, il a été imprimé avec l'autre preset TPU que j'ai trouvé. Donc, je trouve, il y a un peu moins de stringing, je le trouve un peu plus net. Bon, la différence est vraiment très légère, mais bon voilà, c'est un très beau résultat. À titre de comparaison, je vous montre un Benchy imprimé sur la Ender 3, donc en 1h40 celui-ci. Et là, franchement, la Ender 3 a fait du très bon travail. Ouais, je trouve il n'y a même pas trop de stringing, il y a quelques petites imperfections effectivement là-haut sur les overhangs, mais ça reste pas mal du tout. Franchement, il n'y a pas un gros écart, je trouve, cette fois-ci sur le TPU entre la Ender 3 et la 1 qui se débrouillait déjà plutôt pas mal.
Le test suivant, c'est un cas un peu plus concret d'usage orienté FPV avec un support de caméra. Donc c'est un support de caméra pour Action 2. Celui-ci, sur la A1, il a été imprimé en 2h30. Voilà. Donc le résultat est ultra clean. Et sur la Under 3, ça donne ça. Et ça reste quand même vraiment pas mal. Hein. Franchement, encore une fois, alors, il était imprimé en 3 heures hein, sur la Under 3, donc une demi-heure de plus. Mais encore une fois, je trouve que les deux tiennent la route. Hein, voilà. Cette fois-ci, la Under 3 n'a pas à rougir face à la A1. Petite remarque par contre concernant la A1, enfin concernant plutôt Bamboo Studio. Par défaut, il imprimait, les supports étaient de type grid et c'était un enfer à retirer. Donc même l'arrière était vraiment dégueulasse par exemple. J'ai dû activer les supports de type snug qui sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus faciles à retirer. En tout cas pour ce type d'impression, c'était vraiment mieux. Enfin, pour en finir avec les tests de matériaux, je vous propose un petit Benchy imprimé cette fois-ci en PETG. Alors rien de spécial hein, ici encore, le résultat est très propre. Voilà. J'ai tout de même dû ajouter une brime hein, autour, parce que lors du premier test d'impression, il s'est détaché du plateau, alors que pourtant le plateau était à 70 degrés. Bon, par sécurité, j'ai relancé l'impression en mettant une petite bordure autour, et ça a très bien tenu. Voilà. Donc on a un résultat qui est tout à fait correct, avec encore une fois les presets par défaut. Jusque-là, je vous ai présenté que les prints qui se sont bien passés. Maintenant, je vais vous parler des impressions qui ont foiré et ce qu'il a fallu faire pour contourner les problèmes. Les deux prints qui m'ont posé le plus de difficultés avec la 1, ce sont la plateforme dépliante et le toaster torture test. Ces deux prints ont foiré pour la même raison. Ici, l'intérieur c'est complètement barré et du coup c'est parti en cacahuète. Et pour le toaster, c'est un peu pareil, sauf que ça ne se voit pas. Ici ça ne sort pas, mais en fait les tiges là qui sont reliées à la poignée, il y a quelque chose qui bouge et du coup elles s'allongent un peu et en fait elles rentrent en butée, elles empêchent de sortir les toasts. Je ne vais pas vous montrer le dessous parce que je pense que vous ne verrez pas où il y a le souci. Ah, peut-être que si. Vous voyez, ici là, au fond, on devine ici à peu près, on voit un peu là où il y a eu un petit loupé à l'intérieur. Je vous mettrai des images pour mieux expliquer ce qui s'est passé, mais dans les deux cas, le scénario était le même. Les parties intérieures se détachaient du plateau pendant l'impression. Si on regarde bien, ces deux modèles possèdent des pièces intérieures qui montent assez haut verticalement, avec une très faible surface de contact avec le plateau. Et là, la vitesse de la 1 joue contre elle. Contrairement à une imprimante Core XY où le plateau ne bouge pas, il se contente de monter et descendre. Là, on est sur une Benslinger, donc forcément le plateau, il bouge sur l'axe Y, il accélère fortement sur cet axe. Du coup, par défaut, le grille-pain est posé comme ça sur le plateau, donc le plateau se déplace comme ça, et forcément, les points qu'on peut d'attache, ils finissent par céder. J'ai suivi plusieurs pistes, mais ce qui a fonctionné de manière systématique, c'est tout simplement de pivoter les modèles de 90 degrés sur le plateau. Parce que du coup, là, les mouvements du plateau sur l'axe Y se faisaient sur la longueur du toast, et il n'y avait plus le porte-à-faux qu'il y avait quand c'était dans cet axe-là. En complément de ça, on peut aussi diminuer la vitesse et l'accélération du print, et on peut aussi ajouter un raft, je ne sais pas comment ça se dit en français, un radeau, sous l'impression pour consolider justement l'ensemble des pièces. Autre petite difficulté mineure, ça concernait l'impression du Spider-Man en pseudo 2D. Lors de mon premier print, j'avais des restes de filaments, ici vous voyez, il y avait des restes de filaments noirs qui se dissolvaient dans le bleu. En fait, le fichier que j'ai récupéré avait mis à zéro les volumes de purge. Donc c'est un truc, il faut bien y penser, il faut bien s'assurer qu'il ne soit pas dans le rouge pour pouvoir purger suffisamment de matière lors des changements de filament. Encore une fois, je vous mettrai en surimpression l'écran où se trouve ce réglage. Et enfin, un petit souci que j'ai rencontré sur quelques prints, dont notamment le paquet cadeau et là un Mario, qui est rouge parce que j'ai arrêté l'impression. Dans les deux cas, j'ai eu du warping au niveau des coins et de manière assez prononcée. Voilà, vous pouvez le voir là. Et pareil sur le paquet cadeau, les coins se sont un petit peu levés. Voilà. Là, on a plusieurs pistes pour minimiser ce problème. Évidemment, il faut toujours faire attention à bien nettoyer son plateau avec de la colle isopropylique. Vous pouvez aussi utiliser de l'acétone, du savon, peut-être du liquide vaisselle. Je pense qu'il y a tout ce qui permet de dégraisser, en tout cas, sera très efficace
pour garantir la meilleure impression possible sur le plateau. Vous pouvez aussi ajouter une bordure autour des impressions, et c'est ce que je fais maintenant systématiquement sur mes trucs en 2D comme ça, carré. Je mets toujours une petite bordure de 10 mm, 5 à 10 mm autour. Ça aide un petit peu. Enfin, vous pouvez appliquer de la laque ou de la colle en stick sur le plateau pour favoriser l'adhérence. Je sais que pour certains, la colle, ça aide plutôt à détacher l'objet. Bon, personnellement, j'ai toujours constaté que ça aidait plutôt au niveau de l'adhérence. Donc ici, faites vos essais et voyez ce qui marche pour vous. Un dernier point que je n'ai mis ni dans les succès ni dans les problèmes concerne le nivellement automatique du plateau. Je vous en parle surtout pour information. Quand j'ai reçu la machine, j'ai fait toutes les calibrations demandées. Ensuite, j'ai imprimé tout ce que vous avez vu et davantage encore. Il y a pas mal de prints que j'ai donnés ou oubliés. Et après avoir fait donc toutes ces impressions, donc il y en a pour des dizaines d'heures, peut-être même plus d'une centaine d'heures d'impression, je me suis décidé à imprimer un carré de 23 cm par 23 cm d'une seule couche, juste pour vérifier l'efficacité de la calibration. Et là, vous allez voir, j'avais une zone qui présentait, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, qui présentait comme une sous-extrusion à un endroit très précis du plateau. Ouais, vous le voyez ici, là. Alors, il n'y a pas de trou, hein, mais il y a un petit manque de matière. Si j'arrive à passer sur de la lumière, là on le devine au travers. Voilà, il y a un endroit où ça manquait un peu de matière. Cette feuille, je l'ai imprimée plusieurs fois en rejouant systématiquement le nivellement automatique. Et voilà, le problème était toujours présent. Finalement, j'ai fini par relancer une calibration du plateau depuis l'imprimante. Donc la vraie grosse calibration du plateau, celle qui dure une quinzaine de minutes. Et ensuite, voilà, vous pouvez le voir, les impressions étaient parfaites. Donc là, j'ai vraiment des feuilles. C'est une feuille, quoi. C'est parfait. Il n'y a rien à dire de plus. Alors, du coup, je ne sais pas, est-ce que la première impression ne s'était pas passée 100% correctement? Est-ce que l'imprimante s'est légèrement déréglée après des dizaines d'heures d'impression? J'en sais rien. Je me serais attendu à ce que le nivellement automatique qui est joué à chaque fois évite ce genre de soucis. Bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, maintenant, vous avez l'info. N'hésitez pas à faire ce test. Et si vous avez un souci, vous pouvez relancer la calibration depuis le menu maintenance de votre imprimante. Pour résumer rapidement tout ce qu'on s'est dit concernant les performances au niveau de l'impression, voilà ce qu'il faut retenir. La A1 est relativement rapide, en tout cas un peu plus que la Ender 3, sans pour autant mettre à l'amende les imprimantes récentes sous Clipper. Et en plus, elle s'en tire honorablement face au Core XY. Néanmoins, les profils par défaut proposés dans Bamboo Studio sont très loin d'exploiter la vitesse maximale de l'imprimante. Les résultats sont super propres, la qualité est un cran au-dessus de la Ender 3 V3 SE, bien qu'elle soit plus rapide, la Ender 3 s'en tire tout de même très honorablement et loin d'être ridicule. Elle a par exemple sorti le toaster au premier essai. Ça reste un design Benchslinger, et même si Bamboo la vend comme le Benchslinger avec la vitesse et la qualité d'une Core XY, sur certains prints dont les pièces verticales sont assez hautes et avec une faible surface de contact avec le plateau, sa vitesse, en particulier ses accélérations, peuvent poser problème. Il faudra ruser. On pourra orienter l'objet dans le meilleur sens par rapport au déplacement du plateau. On pourra aussi éventuellement ralentir la vitesse d'impression, utiliser de la laque ou de la colle, ou bien encore imprimer un raft ou une bordure pour mieux verrouiller l'impression sur le plateau. Pour les deux imprimantes, tout est simple, le nivellement du plateau et le réglage du Z-offset sont automatiques. La A1 permet de le faire à chaque impression et ce, relativement rapidement. Elle peut aussi ajuster le débit en temps réel lorsqu'on utilise un seul filament. Côté qualité, clairement, j'ai jamais eu de si beaux résultats, surtout avec aussi peu d'efforts. Et enfin, je pense que vous l'avez compris, au travers de ce que j'ai pu vous dire et surtout de ce que je vous ai montré, le multicouleur, c'est absolument génial. Je vais maintenant vous présenter rapidement quelques améliorations qui peuvent être très pratiques avec la A1. On va commencer par le Poop Deflector qui va s'adapter sur le mécanisme de purge et qui intercepte les déchets de filaments qui se font éjecter. Avec ce Poop Deflector, j'ai aussi imprimé un Poop Bucket pour réceptionner des fameuses petites crottes qui sont éjectées. Voilà, donc ça se met le long de l'imprimante et ça permet d'intercepter tous les déchets. J'ai aussi imprimé une petite boîte pour stocker tous les outils qui sont fournis avec l'imprimante, parce que par défaut c'est dans un petit truc en plastique un peu pourri. Donc voilà, c'est une petite boîte qui s'imprime et qui permet de tout ranger très facilement. Encore une fois, un petit peu de couleur, ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai imprimé deux adaptateurs pour rendre compatible mes bobines qui avaient un trou central qui était trop grand pour s'adapter sur la MS Lite. Donc là j'en ai trouvé deux qui étaient pas mal. Celui que j'utilise le plus souvent c'est celui-ci. Tout bêtement, on l'insère des deux côtés de la bobine. On verrouille la bobine entre les deux extrémités. Et voilà, et ça s'adapte parfaitement sur la MS Lite. Une autre déclinaison que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors celle-ci, du coup, je l'imprime en TPU.
pour que ce soit bien flexible et ça permet de la rentrer en force à l'intérieur de la bobine. Et pareil, ça marche pas mal, mais bon, je suis un peu plus fan. Celui-là, je trouve un peu plus simple à utiliser. Pareil, les liens, on vous les mettra dans l'article et dans la description de la vidéo. Je vous en parlais en début de vidéo, pour imprimer du TPU, on ne peut pas mettre la bobine dans la MS, donc on est obligé d'utiliser le support de bobine qui se place au-dessus de l'imprimante. Et du coup, quand on veut basculer de la MS à la bobine externe, on est obligé de prendre une petite pince pour appuyer et sortir le tube qui vient de la MS et connecter à la place celui qui vient de la bobine externe. Donc c'est un peu fastidieux. Pour pallier ce problème, quelqu'un a eu la gentillesse de nous pondre un petit adaptateur en Y qui va prendre en entrée 2 tubes pour en sortir qu'un seul. Alors attention, au départ j'avais commandé du tube sur Amazon. Alors c'est vraiment, j'ai fait attention, c'était les bons diamètres internes et externes par rapport à ce qui est recommandé par Bambu Lab. Par contre, systématiquement avec cet adaptateur, mes filaments se coinçaient, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, ça bloquait à chaque fois. Donc j'avais commandé aussi sur le site de Bambu Lab le tube original, c'est arrivé aujourd'hui, je viens de le tester et miracle, voilà, ça marche très bien. Donc je pense que le tube qui était dispo sur Amazon, il était beaucoup plus flexible alors que le tube PTFE qui vient de chez Bambu Lab, il est beaucoup plus rigide et je pense que c'est ça qui fait la différence. Je pense qu'un tube trop flexible engendre trop de friction avec le filament et amène à des blocages. Donc voilà, en tout cas, je l'ai testé, j'ai basculé plusieurs fois de l'un à l'autre et ça fonctionne bien. Autre évolution possible, en plus celle-ci, elle est conçue par Bambu Lab eux-mêmes, c'est d'imprimer une monture qui va permettre de placer la MS au-dessus de l'imprimante. Alors moi, comme j'imprime en TPU, je ne peux pas, la place au-dessus, elle est déjà prise, et de toute façon, là où sera installée mon imprimante, au final, j'aurai pas la place au-dessus, donc la question ne se pose pas, et je n'ai pas pu le tester. Pour terminer, il y a aussi une autre variante qui va vous permettre de fixer la MS Lite au mur au-dessus de votre imprimante, donc si vous voulez éviter que l'imprimante ait à supporter tout le poids de la MS et des bobines. Bambu Lab, c'est un peu le Apple ou le DJI de l'impression 3D. On se retrouve dans un écosystème fermé avec du matériel propriétaire et du logiciel optimisé pour ce matériel, tout en gardant l'expérience utilisateur au cœur des priorités. Alors cette approche arrive avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. On va commencer par parler du matériel. Donc ici, la qualité est vraiment irréprochable pour le prix auquel sont proposées les imprimantes de la série 1. C'est difficile de trouver mieux sur le marché. C'est solide, c'est fiable, c'est beau, c'est ergonomique. Clairement, c'est du très bon matos. Ils ont ce petit souci du détail qui facilite la vie. Par exemple, le mécanisme de purge du filament avec son éjection, le nettoyage de la buse avec le pad en silicone et l'arrière du plateau. Et bien sûr, la MS est un coup de génie. Proposer du quadrifilament pour un surcoût de 172 €, c'est un véritable tour de force. Et pourtant, j'étais absolument pas convaincu par cette fonctionnalité au départ. Mais il y a aussi un gros inconvénient à cette stratégie. Quand sur nos imprimantes open source classiques, on a besoin de remplacer rapidement un composant, hop, une commande sur Amazon ou n'importe quel shop, et en 24 ou 48 heures, on reçoit la pièce de rechange. Là, on est complètement dépendant du shop Bambu Lab. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai passé une commande sur la boutique Bambu Lab. Les buses en acier trempé de 0,4 mm n'étaient pas en stock. Idem concernant le hub de filament de la MS Lite. Donc si le mien casse maintenant, je ne peux plus utiliser l'AMS jusqu'au retour en stock de la pièce chez Bambu. Et je ne vous parle même pas des filaments, ça s'est un peu arrangé depuis, mais une grosse partie reste encore indisponible au moment de cette vidéo. Alors scénario peu probable, mais on sait jamais. Qu'est-ce qui se passe si, mettons, dans 3 ans, Bambu disparaît ou cesse de vendre certaines pièces? Sans vouloir dramatiser, il y a de quoi se sentir un petit peu pris en otage et ce n'est quand même pas très confortable. Pour aller plus loin, imaginons une situation extrême où un problème n'est pas solutionnable parce que la pièce problématique n'est pas en vente, par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut renvoyer l'imprimante? Est-ce qu'il faut tout redémonter? D'ailleurs, si vous avez un retour d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Le second effet qui se coule, c'est qu'on va être beaucoup plus limité en termes d'évolution qu'avec une imprimante open source, même s'il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à ces imprimantes tant elles sont déjà fonctionnelles. La A1 et les imprimantes de chez Bambu Lab en général sont faites pour imprimer sans prise de tête. Ce ne sont pas des machines faites pour bidouiller. Je sais que beaucoup de makers aiment optimiser leurs machines, ça fait partie de ce qui les intéresse et pour eux, Bambu ne sera sans doute pas la meilleure option. Alors est-ce que le niveau de qualité offert justifie le niveau d'emprisonnement? Ici, chacun aura sa propre réponse et je vous donnerai mon avis dans la conclusion. Au passage, tant qu'on parle du shop Bambu Lab Europe, la commande que j'ai passée a été expédiée depuis l'Allemagne, elle est arrivée en un peu moins d'une semaine. Concernant l'emballage, tout est bien protégé, on tombe même dans le suremballage à ce niveau. On a une grande enveloppe à bulles qui contient une petite enveloppe à bulles par objet, qui contient une petite boîte en carton et dans le carton, on a du papier cartonné qui entoure une pochette plastique
qui enfin contient la buse par exemple. Donc voilà, ça fait quand même pas mal l'emballage. Après le matériel, je vous propose de parler un peu du logiciel. On reste dans la même philosophie, donc l'expérience utilisateur et le souci du détail sont encore une fois au rendez-vous, et Bambu Lab met à notre disposition une suite logicielle très solide. La vidéo est déjà assez longue, on n'aura pas le temps de tout voir en détail, mais on va survoler les différentes briques logicielles. Alors avant toute chose, il faut savoir que les fichiers .3mf ont pris la place des STL et l'ensemble de leurs outils s'appuie maintenant sur ce nouveau format. Je vous laisse vous documenter si vous voulez en savoir plus, mais en gros, un fichier 3mf, c'est en fait un conteneur. Il suffit de le renommer en .zip pour pouvoir l'ouvrir et parcourir son contenu. On pourra y trouver notamment des modèles 3D comme des fichiers STL ou des fichiers STEP, du G-code, des images miniatures, des métadonnées, des profils d'impression et bien d'autres choses. On va commencer par parler rapidement du firmware, donc là c'est du propriétaire. L'interface proposée via l'écran tactile est fonctionnelle et intuitive. Ce n'est pas un foudre de guerre non plus, l'écran n'est pas super actif, mais il reste de bonne qualité, en couleur et lisible. Donc il suffit tout à fait pour faire ce dont on a besoin. Le firmware gère l'enregistrement des impressions via la caméra ainsi que la création des timelapses. Malheureusement, les fichiers sont corrompus ou en tout cas ils ne sont pas finalisés. C'est-à-dire qu'il faut réparer les index ou les lire tels quels avec VLC. Ils ne sont donc pas directement exploitables. Personnellement, je les corrige avec Nbreak. On peut traiter les fichiers par batch, donc ça permet d'en traiter plein d'un coup. Donc voilà, on peut s'en sortir, mais malgré tout, ça détonne un peu avec le reste de ce qu'on a pu voir chez Bambu Lab. Passons maintenant à Bambu Studio. Donc il s'agit de l'application pour ordinateur qui permet de gérer l'imprimante au travers du cloud Bambu, et c'est surtout le slicer de la marque. Et cette fois, il s'agit de l'open source. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Bambu Studio étant basé sur Prusa Slicer, la licence leur impose l'ouverture de leur code. Le logiciel est intuitif et stable, il est beaucoup plus riche que Cura en proposant davantage de fonctionnalités comme la coloration des objets, leur découpage, l'ajout de texte, etc. Il permet aussi de lancer directement des impressions via le cloud et de superviser l'activité de l'imprimante en donnant notamment accès à la caméra. Depuis 10 ans, j'avais l'habitude de copier les G-codes sur ma carte SD. Bon, je considérais que c'était pas trop lourd, mais clairement, on prend très vite l'habitude de lancer les impressions en sans fil au travers du cloud. On regrettera quand même que la fonctionnalité donnant accès au contenu de la carte SD ne soit pas opérationnelle avec la A1. Alors au début, quand on ne connaît pas trop Prusa Slicer ou Bambu Studio, on se perd un peu, je trouve, entre les profils d'imprimante, de filament et d'impression. Un autre truc qui est un petit peu déroutant, il y a un paramètre au niveau du filament qui s'appelle Max Volumetric Speed, qui vient limiter les vitesses qui sont déclarées au niveau des paramètres d'impression. Donc ça ajoute un petit peu de confusion. On peut avoir des vitesses super rapides décrites dans le profil d'impression. Par contre, en fait, très souvent même, ils sont complètement bridés par ce fameux paramètre Max Volumetric Speed. Mais globalement, c'est un excellent logiciel, je suis très content d'être passé dessus. Ensuite, un mot concernant l'application Bambu Handy. Donc il s'agit de l'application mobile. C'est la troisième façon de piloter les imprimantes Bambu Lab. Elle sera très pratique pour surveiller à distance l'avancée de l'impression grâce à la caméra. Et en cas de problème, on pourra arrêter ou mettre en pause l'impression à distance. Mais l'application va plus loin. En intégrant l'accès à la communauté Bambu Lab, on pourra chercher des modèles dans le Maker World et démarrer directement les impressions. On pourra les évaluer, accéder au support, etc. L'application envoie également des notifications quand un print est terminé ou qu'un problème est survenu. Alors ce n'est pas un logiciel à proprement parler, mais ça mérite qu'on s'y attarde un instant, c'est le wiki. Donc la marque a fait un effort de documentation très important qui mérite d'être souligné. Le wiki est très riche, bien organisé. On y trouvera la plupart des réponses à nos questions et des solutions aux différents problèmes qu'on pourrait rencontrer. Précisons quand même que pour le moment, au niveau des langues, seul l'anglais et le chinois sont pour l'instant disponibles. Enfin, un mot concernant le Maker World. Donc il s'agit du Thingiverse ou du Printables à la sauce Bambu Lab. On y retrouvera de nombreux modèles imprimés et on commence à en avoir l'habitude avec Bambu. C'est efficace, c'est ergonomique et il y a quelques fonctionnalités qui font une grosse différence par rapport à la concurrence. Tout comme l'application mobile Bambu Handy permet d'accéder directement au Maker World via l'application. Et pour les ordinateurs, on aura accès à une fonction Open in Bambu Studio qui nous facilite considérablement la vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Maker World fait plus que partager des fichiers STL, il permet de partager des fichiers 3MF et donc tous les avantages qui vont avec. Il permet donc de partager et d'évaluer notamment des profils d'impression. Là où d'habitude on devait se dépatouiller avec notre STL pour le trancher correctement et obtenir le meilleur résultat possible, nous avons maintenant directement accès à des profils tout faits et testés par d'autres utilisateurs d'imprimantes Bambu Lab. Et comme pour la partie matérielle, là encore, il y a plein de fonctionnalités logicielles bien pensées qui facilitent le quotidien. Par exemple, quand on lance une impression, le logiciel arrive à faire correspondre automatiquement les couleurs du modèle avec les couleurs disponibles sur notre imprimante. Et si la couleur exacte n'existe pas, il arrive à trouver celle qui s'en rapproche le plus. Comme on l'a évoqué plus tôt, on est accompagné dans le suivi et l'entretien de la machine. Ça paraît bête, mais ça c'est vraiment un petit plus.
Moi je sais que toutes mes imprimantes, j'avoue que niveau entretien j'étais quand même pas super rigoureux. Là au moins c'est comme une voiture, on a des petits rappels qui nous disent attention, pense à faire ça. Donc voilà, c'est un petit plus confortable je trouve. Quand un problème survient, tout est fait pour le détecter au mieux et ensuite accompagner l'utilisateur dans sa résolution. J'aime beaucoup aussi la routine de nettoyage de la buse en début d'impression, elle est très efficace. Je vous mettrai en surimpression un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Mais comme pour la partie matérielle, ça implique aussi quelques limites qu'il faut avoir en tête. Quand on est assisté pour tout, que le constructeur contrôle tout, on devient très dépendant et on perd un petit peu en autonomie. Si un problème n'est pas détecté et que le wiki n'est pas accessible, on peut se sentir un petit peu désemparé. Quand le cloud Bamboo rencontre des problèmes techniques, ça peut aussi impacter le bon déroulement d'une impression et nous faire perdre l'accès à la supervision à distance. Quand un firmware vérolé ou contenant quelques bugs a été installé parce que l'imprimante nous l'a proposé, on peut se retrouver avec des problèmes sans forcément pouvoir revenir à la version précédente. Ces exemples peuvent paraître un peu tirés par les cheveux, pourtant tous ces problèmes se sont déjà produits. Heureusement, ça reste exceptionnel, les choses rentrent très rapidement dans l'ordre et ils ont de moins en moins de chances de se produire, vu qu'une fois que c'est arrivé, Bamboo Lab est plus vigilant. Mais voilà, faut savoir que ça peut quand même se produire. Alors, est-ce que ce gain en confort justifie une certaine perte d'autonomie? Là aussi, chacun aura son avis. Je pense quand même que c'est beaucoup moins problématique que la dépendance au niveau du matériel. Et en plus, là, les premiers utilisateurs ont essuyé les plâtres et les soucis évoqués ont maintenant peu de chances de se reproduire. On a parlé de beaucoup de choses, j'espère ne pas avoir perdu trop de monde en route. Avant d'en venir à la conclusion, je vais essayer de résumer rapidement les principaux points forts et points faibles que nous avons évoqués tout au long de cette review. On va commencer par les points forts. Évidemment, on a la qualité du matériel, la qualité du logiciel, la qualité des impressions qui sortent de l'imprimante. L'AMS et le multicouleur sont des gros atouts. Le nivellement automatique et la hauteur automatique de l'axe Z, ça aussi, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus revenir en arrière. Elle dispose donc d'un capteur de pression qui permet de faire de la compensation automatique du débit. Là honnêtement, à chaque fois j'ai lancé avec, j'ai pas fait de comparaison avec et sans. Bon, en tout cas, la fonctionnalité est là, donc ça peut pas faire de mal et dans le pire des cas, on peut la désactiver. L'ergonomie et le confort de tout l'écosystème. Clairement, démarrer une impression en un clic depuis le navigateur ou depuis le téléphone, c'est vraiment chouette. Même si les profils d'impression par défaut ne l'exploitent pas pleinement, la vitesse d'impression est vraiment impressionnante, tout en maintenant un niveau de qualité tout à fait convenable. On dispose d'un écran couleur et tactile, le volume d'impression est très confortable avec ses 25 cm3, elle est très silencieuse grâce à cette technique de réduction du bruit des moteurs. Compte tenu du niveau de qualité du matériel et du logiciel, pour moi le prix reste un point fort même si elle est plus chère que la plupart des imprimantes open source du marché. Par contre, elle est 2 fois moins chère que les imprimantes haut de gamme de chez Bamboo Lab alors que la qualité d'impression est très similaire. On a une caméra et une lumière intégrée, donc ça c'est toujours pratique pour pouvoir surveiller à distance nos impressions. Et enfin, on a une aide à la maintenance et une documentation qui sont très complètes. Maintenant, on va faire une passe sur les points faibles. On a évidemment la dépendance au shop Bamboo Lab pour le matériel, un firmware qui est fermé, la bascule entre l'AMS et la bobine externe reste quand même pas hyper pratique. Heureusement, on a l'option d'imprimer un petit adaptateur qui facilite quand même bien la vie. L'imprimante sera peu évolutive du fait de son firmware fermé et du matériel propriétaire. La qualité de la caméra laisse à désirer et elle est quand même très lente. Et enfin, l'AMS, malgré toutes ses qualités, reste quand même encombrant. Il allonge les impressions et génère pas mal de gâchis. On arrive enfin à la conclusion de ce test. Alors cette E1, est-ce qu'il faut l'acheter? Ça sera à vous décider. On a essayé de vous fournir les informations pour vous aider à savoir si cette imprimante, mais aussi son écosystème, conviennent à vos besoins. Comme promis, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors pour mon usage, je n'ai jamais envisagé d'investir beaucoup dans une imprimante 3D. Entre le prix et l'aspect fermé, il n'était pas question pour moi d'investir dans une Core XY de chez Bamboo Lab. Mais la série A1 vient bousculer un peu les données du problème en proposant un prix nettement plus attractif. Avant de faire ce test, si j'avais dû la payer, je n'aurais probablement pas acheté cette imprimante et encore moins la MS Lite. Objectivement, la Creality Under 3 V3 SE répondait à tous mes besoins avec une bonne qualité d'impression, une calibration automatique du plateau et du Z-Offset pour un prix dérisoire qui est pratiquement à la moitié de la A1. Je continue d'ailleurs à la conseiller et c'est certainement valable pour d'autres modèles, d'autres marques comme la Sovol SV07 Plus qui sur le papier a l'air très semblable à la A1. Mais maintenant que je l'ai, que j'y ai goûté, j'ai retrouvé l'envie de tester plein d'autres choses. Pour moi, l'impression 3D était devenue purement utilitaire depuis longtemps et là, je retrouve juste le plaisir d'imprimer. J'ai la même excitation que lorsque j'ai monté ma première imprimante il y a 10 ans, l'impression d'avoir plein de possibilités qui s'offrent à moi et on va pas se mentir, l'AMS y est pour beaucoup. Mais attention, les différents reproches que j'ai formulés au cours de la review concernant le côté fermé sont bien réels, mais cette imprimante
a su me convaincre avec ce que j'en sais aujourd'hui. Oui, je l'achèterai. Le fait de l'utiliser pendant quelques semaines, de m'être habitué à ses possibilités, ça a tout simplement créé un certain besoin. Donc voilà, ça me fait un peu mal de l'admettre, mais la qualité, l'ergonomie, la richesse de ce qui est proposé pèsent plus lourd dans la balance que les points négatifs, même si je ne suis vraiment pas hyper à l'aise avec le fait d'être autant dépendant de la boutique Bambu Lab. Ensuite, le choix entre la A1 et la A1 mini ne se fera pas sur la vitesse ou sur la qualité, mais sera surtout une question de volume d'impression nécessaire et de budget. Si on peut se le permettre, c'est toujours mieux d'avoir un volume d'impression un peu plus grand pour ne pas se retrouver limité le jour où on en aura besoin. Est-ce qu'il faut prendre la MS Lite avec ? Je pense que vous l'aurez compris, même si ce n'était pas du tout mon idée de départ, la réponse c'est un grand oui. C'est le truc que j'ai totalement sous-estimé et qui m'a le plus convaincu. Et d'ailleurs, ces productions couleurs ont fait un carton dans mon entourage. Encore une fois, si vous avez la place et que les finances le permettent, il faut absolument prendre l'AMS. Sans passer, c'est passer à côté de la moitié du potentiel de cette imprimante. Et surtout, vous économisez près d'une centaine d'euros en l'achetant directement avec l'imprimante, comparé à son prix si vous l'achetez séparément. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. A bientôt, c'était Jérôme pour le site lesimprimantes3d.fr.